Merci Just. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de participer à ce colloque, d'y retrouver d'anciennes connaissances et d'en faire de nouvelles, et j'en remercie les organisateurs. Pour reprendre les mots introductifs de Véronique, je m'inscris au nombre de ceux qui ont bénéficié au fil des années des encouragements et de la bienveillance de Gabriel Marceau, et pour ce, je lui en suis bien sincèrement reconnaissante. L'OMC et les pays en développement est un vaste sujet sur lequel beaucoup a été écrit, y compris par Charles-Emmanuel Cottet. Du coup, c'est plutôt lui qui devrait être sur le podium, probablement. Mais certaines questions reviennent néanmoins avec une régularité presque marémotrice. Et donc, dans ce qui est, je l'espère, l'esprit de ce colloque, j'aborderai ce matin quelques thèmes rétrospectifs et leurs perspectives futures. Alors, la question du développement à l'OMC présente à mon sens un certain paradoxe. D'une part, les 20 dernières années ont vu des transformations profondes dans la place des PED, tant sur la scène économique mondiale qu'au sein de l'organisation, mais d'autre part, certaines revendications semblent perdurer depuis de nombreuses décennies, sans pourtant qu'une reconceptualisation de la relation entre développement et libéralisation économique ait réellement eu lieu. Alors je parlerai d'abord des transformations et des limites de la participation des PED, puis j'aborderai brièvement le traitement juridique des pays en développement dans les obligations de l'OMC, et je tâcherai enfin de tirer des enseignements de ces observations en présentant deux idéotypes de la relation entre développement et libéralisation. Alors voyons d'abord la participation institutionnelle des PED. Les PED et les PMA représentent actuellement au moins 75% des membres de l'OMC, mais bien sûr une proportion bien moindre des échanges économiques internationaux. Si la première vague d'accession de ces États au GATT n'a pas donné lieu à un examen très approfondi, puisqu'il s'agissait du contexte postcolonial, il en est tout autrement depuis le cycle de l'Uruguay. Le processus est alors décrit, voire même décrié, comme onéreux, car les grandes puissances imposent aux pays candidats des concessions qui vont parfois bien au-delà de celles qui ont été octroyées par les membres existants. Mais on assiste actuellement à une nouvelle évolution où les membres en développement qui sont donc déjà membres participent de plus en plus activement aux négociations d'accession et tiennent en fait également à s'assurer que les conditions d'admission des nouveaux venus auront un minimum d'effets négatifs à l'endroit des PED qui sont déjà membres. Donc la pression vient maintenant non seulement des pays développés, mais également des pays en développement dans ces processus d'accession. Alors, il n'est pas possible, sur la base de documents publics, je crois, de connaître la composition exacte des groupes de travail d'accession, mais on sait néanmoins quels sont les présidents. Voilà, alors quelques données ici. Les présidents des groupes de travail, et on voit qu'un certain nombre de présidents, voire parfois même tous les présidents, dans les accessions récentes de pays en développement, viennent eux-mêmes de pays en développement. Il ne s'agit pourtant pas d'une politique systématique, parce qu'on a un nombre à peu près équivalent de groupes de travail d'accession où les présidences ne viennent que de membres de l'OCDE. Les PMA ont également été plus actifs dans les modalités d'accession à la suite de l'expérience difficile du Vanuatu et de quelques autres. Les procédures d'accession pour les PMA ont été largement modifiées en 2012. D'après les conversations que j'ai eues à Genève avec des PMA en cours d'accession, le nouveau dispositif semble nettement plus positif et leur est bénéfique. Le Yémen et la République du Laos ont déjà bénéficié de ce nouveau dispositif et nous avons actuellement 8 autres PMA qui ont le statut d'observateur, en général précurseurs aux négociations d'accession. Alors passons maintenant à un autre aspect du travail institutionnel de l'OMC et de la place des PED dans ce travail, les négociations et le travail en comité, en conseil. Alors ça peut paraître un petit peu baroque de rejoindre ces deux thèmes sous un chapitre commun, mais je le fais en guise de raccourci parce qu'on a des tendances qui sont assez similaires.
Alors j'avais examiné il y a quelques années les comptes rendus de réunion du Conseil du commerce des marchandises, du commerce des services, les comités attenant à ces sujets, ainsi que le Conseil général, pour identifier les pays intervenants. Là encore, on n'a pas de liste de présence lors de ces réunions, mais le compte-rendu indique qui est intervenu, donc c'est une indication incomplète, mais néanmoins utile, pour savoir qui était réellement dans la salle. L'enjeu ici est vraiment la question de la capacité de nombreux PED, leurs ressources humaines et financières pour participer aux activités de l'organisation. Et on constate qu'au niveau des comités, comme au niveau des négociations, il y a un petit groupe de grands PED qui sont très actifs, qui interviennent régulièrement, qui sont aussi actifs dans les négociations, mais le nombre de participations se diminue assez rapidement et en fait la vaste majorité est soit silencieuse, soit pas présente dans la salle. C'est en particulier le cas pour les PED africains et d'Océanie et pour les PMA. Alors, quelle stratégie face à ce déficit de capacité? Eh bien, nous voyons une activité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ou de groupes de proximité géographique qui jouent un rôle très important pour renforcer le positionnement d'États qui souffrent de déficits institutionnels et humains. En effet, certaines avancées importantes dans les négociations ont été attribuées à l'action coordonnée de groupes de PED. On pensera par exemple au groupe Coton, qui regroupe 4 pays d'Afrique de l'Ouest, pendant la conférence ministérielle de Hong Kong, qui, soutenu en parallèle par le Brésil dans le litige Coton Upland contre les États-Unis, ont finalement obtenu un accord de principe sur la réduction des subventions cotonnières. Un bémol cependant à cette participation par l'intermédiaire de groupes, l'éclatement de plus en plus prononcé des intérêts des PED rend le système de ces coalitions informelles de plus en plus fragile. Les coalitions de PED éprouvent des difficultés à transformer leur puissance de résistance en une force positive qui produirait pour eux des résultats tangibles. De plus, la participation par procuration informelle, si on veut, de ces groupes ne garantit pas aux membres une représentation systématique ou cohérente. Il peut également y avoir des problèmes de manque de transparence, de partage d'informations, voire même de conflit d'intérêts entre le porte-parole du groupe et puis les États membres. Donc on pourrait penser qu'un certain degré d'institutionnalisation pourrait peut-être assurer un accès et une participation effective aux membres qui n'ont pas la capacité d'être là en personne, tout en améliorant la légitimité des négociations. Mais bien sûr, si on allait dans cette direction, il ne faudrait pas oublier que toute forme de représentation indirecte devrait être complémentaire et non pas substituable aux décisions finales individuelles de chaque État membre. Alors les tendances concernant la participation, quels sont les membres qui sont les plus actifs dans les négociations et les comités se retrouvent au niveau du règlement des différends. Là, les données sont, je crois, assez connues, donc je ne vais pas vraiment insister. Mais en gros, seuls la Chine, l'Argentine, l'Inde, le Brésil et le Mexique ont participé à plus de 30 affaires en tant que partie principale, défenderesse ou plaignante. Et puis rapidement, les chiffres diminuent. Là, j'ai donné quelques exemples dans ce tableau. Une douzaine de membres ont participé entre, disons, 1 et 5 affaires, et puis la moitié des PED ne participent qu'en tant que tierce partie, mais n'ont jamais été plaignantes ou défenderesses. Et à ce jour, le Bangladesh reste le seul PMA qui a participé en tant que, là encore, partie principale au règlement des différends. Alors, si on laisse de côté les institutions et qu'on examine du point de vue qualitatif le traitement du développement à l'OMC, il est très inégal, il est généralement assez faible. Je ferai 3 remarques à ce sujet. D'une part, le traitement spécial et différencié. La valeur juridique de ces clauses reste faible,
Certaines clauses qui sont assez techniques ont pu avoir un certain effet, notamment dans le règlement des litiges, mais la plupart des clauses sont vues comme, disons, plutôt optionnelles. Un certain nombre sont formulées comme best efforts, si vous excusez l'anglicisme. Ces clauses n'ont généralement pas été, on ne leur a pas donné d'application très, très significative dans les recommandations des panels et de l'organe d'appel. Il est à noter que ce n'est pas le cas dans d'autres branches du droit international public. Les best efforts en matière environnementale, en matière de protection culturelle, ont été vus comme des obligations de procédures, de moyens. Enfin, il y a différents dispositifs, mais ce genre d'interprétation plus progressive ne se traduit pas dans le contexte de l'OMC. Alors, le bilan du traitement spécial est différencié et donc mitigé. Son avenir est plutôt compromis. De toute façon, un certain nombre de ces clauses sont arrivées à échéance et n'ont plus d'application. Mais à mon sens, le traitement du développement à l'OMC va bien au-delà du traitement spécial et différencié. Il faut effectivement examiner les disciplines générales pour voir un peu comment ça s'applique aux pays en développement, quel impact ça peut avoir sur eux. Et là, on constate que depuis les toutes premières années du GATT, les PED font valoir certaines revendications qui demeurent aujourd'hui même un point d'achoppement dans les négociations. Crête tarifaire, progressivité des droits sur les produits industriels, subventions agricoles, font l'objet de demandes presque constantes depuis plusieurs décennies. La question des préférences tarifaires est également à l'agenda depuis les années 80. Donc ça, il y a vraiment un héritage là qui n'a jamais été vraiment traité. Mais les tensions liées au développement ne sont pas seulement le fait des relations nord-sud. De plus en plus, là encore, elles se manifestent dans les relations entre PED. L'affaire Communauté européenne préférences tarifaires a entériné ce qui était déjà de plus en plus apparent, à savoir la différenciation des PED et la divergence de leurs intérêts économiques et juridiques. Quelques points là-dessus. La catégorisation de membres en développement, donc il y a un effet juridique à l'OMC, est en fait de plus en plus fictive. Certains États, comme l'Inde, restent très attachés à cette désignation. Ils la voient comme étant unificatrice. Mais de plus en plus d'États se démarquent de cette catégorisation, n'invoquent pas les droits qui en découlent au niveau universitaire, dans le milieu académique. De plus en plus de commentateurs pensent que cette catégorisation dilue en réalité la valeur du traitement spécial. En effet, quelle est la probabilité d'obtenir des concessions, des modalités différentes quand elles s'appliquent uniformément à des pays comme la Chine et le Soudan, complètement à l'opposé de l'échelle économique. Donc de plus en plus, on milite pour une différenciation à l'intérieur de cette catégorie. Par ailleurs, la concurrence commerciale entre PED se traduit par l'utilisation de plus en plus fréquente de mesures de sauvegarde, mesures compensatoires et mesures anti-dumping envers d'autres PED. Donc là encore, on voit cette concurrence économique qui se traduit dans l'utilisation des instruments juridiques. Et naturellement, en conséquence, on voit une part de plus en plus grande de litiges qui se jouent entre PED. Alors que faire en réponse à cette situation ? On peut imaginer deux idéotypes pour reconceptualiser la relation entre libéralisation et développement. Alors là, j'insiste, vraiment des idéotypes, des concepts. Il ne s'agit pas du tout de propositions de négociation. Ce sont vraiment deux extrêmes conceptuels pour aider à réfléchir à cette relation, mais pas vraiment d'application immédiate. Alors, à un bout de l'échelle, on pourrait envisager un traitement purement ad hoc, au coup par coup, des questions de développement. À l'autre bout de l'échelle, on pourrait imaginer une intégration, une cohabitation beaucoup plus intime des piliers libéralisation et développement durable. Alors, quelques mots sur le premier pilier. Le premier modèle, pardon. Le traitement du développement resterait ici une modulation marginale par rapport aux disciplines principales de l'OMC. C'est donc plutôt dans l'esprit du traitement spécial et différencié, mais on peut aller au-delà
et réfléchir à l'opérationnalisation de ces mécanismes de flexibilité, avoir des critères d'accès fixes, une différenciation disons plus formalisée entre États concernant l'accès à ces dérogations, et on peut espérer que ça, en contrepartie, que la nature des dérogations et des aménagements serait plus effective, serait plus utile aux pays auxquels ils s'adressent. Bon, c'est une des extrêmes conceptuels. Le second modèle prend plutôt pour point de départ le préambule de l'accord de Marrakech. Il appelle à une considération de la libéralisation économique pour un objectif de développement durable plutôt qu'une libéralisation pour elle-même, en quelque sorte. Contrairement à l'esprit du cycle de l'Uruguay, ce modèle ne voit pas les problèmes de développement comme des questions purement transitoires, mais plutôt comme des différences structurelles, au moins à moyen terme, et comme on sait, à long terme, on sera tous morts. Alors, un tel modèle présupposerait une structure des disciplines qui serait adaptée à la réalité des différences entre membres. Et je voudrais à cet égard évoquer l'accord sur la facilitation des échanges, un tout nouvel accord dont on n'a pas encore, je crois, vraiment parlé pour l'instant, mais qui présente au niveau du développement, à mon avis, des éléments très intéressants. Plutôt que de proposer des clauses générales de délai d'entrée en vigueur, qui s'appliqueraient uniformément à tous les PED, l'accord prend une position complètement différente. Il se veut modulable sur une base individuelle. Il permet à chaque État d'élaborer un projet de mise en œuvre individuel spécifique aux conditions locales. Donc ça déjà, c'est une approche complètement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'au cycle de l'Uruguay compris, et répond en fait à certaines des critiques qui ont été émises à l'encontre du traitement spécial et différencié. Par ailleurs, la mise en œuvre des obligations classées dans la catégorie C, donc il y a trois classes d'obligations dans cet accord, et les obligations de la catégorie C sont accompagnées d'un soutien financier pour les pays en développement. Là encore, nous avons un élément qui répond au constat des décennies précédentes selon lesquels les PED et les PMA n'avaient pas été dotés des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de leurs obligations. Enfin, on a aussi dans cet accord une clause de traitement, une clause générale pour les PMA, indiquant, et je vais citer parce que le langage exact est intéressant, donc les PMA ne seront pas tenus de contracter des engagements, ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins de développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux, ou avec leur capacité administrative et institutionnelle. Alors, la formule est intéressante parce qu'elle fait écho à celle de l'organe d'appel dans l'affaire CEOC préférence tarifaire. Quel bilan pour cet accord? Pour l'instant, un bilan très positif. La rapidité du dépôt des instruments de ratification semble indiquer le succès de cette nouvelle formule d'engagement multilatéraux. Le Niger est même le premier PMA à ratifier l'accord dès août 2015, et chaque semaine, on a de nouveaux PED qui se joignent à l'accord. Le contraste est frappant avec l'amendement des ADPIC sur la santé publique qui sera évoqué tout à l'heure. Alors, en guise de conclusion, on peut constater que les PED ont pris une place importante dans les institutions de l'OMC, mais sur le fond, la relation entre libéralisation économique et développement reste souvent problématique et appelle à poursuivre la réflexion sur l'objectif fondamental de l'organisation. Enfin, l'essor des accords régionaux de libre-échange, TTIP et TPP en particulier, pourrait constituer l'occasion d'expérimenter avec de nouveaux modèles sur cette relation entre développement et libéralisation, mais pose également un certain risque de marginalisation des PED dans ces négociations. Donc là, tout reste encore à voir. Voilà, merci.